Sam a débroussaillé le terrain et je pense que ça devrait permettre de mieux appréhender un certain nombre d'idées. Donc moi je vais développer 5 points. D'abord un bilan de l'euro, je vais revenir sur un bilan de l'euro systématique. Deuxièmement, je reprendrai ce qu'a évoqué Sam tout à l'heure concernant la notion de zone monétaire optimale pour que chacun comprenne, c'est très simple finalement, même si le mot est un peu pédant, l'expression est un peu pédante. Troisièmement, une interrogation sur ce que j'appelle la nouvelle question allemande. Quatrièmement, quelle perspective pour la gauche européenne? Et cinquièmement, comment sortir de l'euro? Avant, c'est pourquoi il faut sortir de l'euro. Les 4 premiers points, c'est pourquoi il faut sortir de l'euro. Et le dernier point, c'est comment on peut sortir de l'euro. Et pour faire quoi? Alors, vous pouvez m'interrompre pendant mon speech. Il y a quelque chose, un raisonnement, une notion, un mot qui n'est pas compris ou avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous interrogez, peu importe la raison. Vous signalez, je m'arrête, on discute un petit peu et puis je reprends le fil. Parce que si il y a des choses qui ne sont pas comprises, après ça décroche. Donc il faut suivre pas à pas. D'accord? Parce que c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait simple. Il y a un travail de maîtrise du sujet qui demande un effort réel. Donc on va essayer de terminer. Alors, donc en introduction, on peut partir, évidemment, c'est la raison la plus logique, il faut partir de la crise de l'Union européenne et de l'euro qui s'est déclenchée fin 2009 et qui a conduit à mettre en œuvre ce fameux plan de soutien, entre guillemets, de 750 milliards d'euros aux pays endettés, essentiellement la Grèce, et en contrepartie, les plans d'austérité gigantesques qui font reculer les politiques sociales de plusieurs dizaines d'années. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette crise permet de révéler finalement toutes les tares congénitales de l'euro. L'euro apparaît clairement comme un boulet qui est attaché aux pieds des Européens. Et donc on peut dire qu'après 10 ans de somnambulisme, il y a un certain nombre de gens qui commencent à se réveiller et à comprendre quelle est la véritable nature de l'euro. On peut dire que d'ailleurs, même s'il n'y avait pas eu cette crise, il aurait fallu sortir de l'euro, il n'aurait jamais fallu y entrer, mais il n'y aurait pas eu la crise, il fallait de toute manière en sortir. L'euro est une erreur structurelle, par nature. L'euro n'a pas de raison d'être. L'euro ne pourra pas tenir. On pourrait faire une petite histoire des zones monétaires. La zone euro n'est pas la première zone monétaire dans l'histoire. Aucune zone monétaire n'a duré bien longtemps. Donc il n'y a aucune raison, il y a même beaucoup de raisons qui militent pour l'inverse, il n'y a aucune raison pour que la zone euro demeure un certain temps. Oui, vas-y. Est-ce que le dollar canadien fait partie d'une zone dollar? Oui. Non. Non, c'est un dollar canadien, tu l'as dit toi-même. Le dollar, il est américain, donc c'est deux monnaies différentes. Il y a le dollar américain, le dollar canadien. Oui, mais il y a le dollar australien, c'est pas pour autant... Comme il y a le franc suisse. Voilà, c'est pas pour autant que c'est une zone monétaire, parce que ce n'est pas la même monnaie, ce n'est pas une monnaie unique, ce sont des monnaies différentes. Alors, donc d'abord, le bilan de l'euro. Le bilan de l'euro... bon, j'essaierai d'être assez vite tout en étant systématique. Faites un saut sur le site Europa, le site de propagande du système de Bruxelles. Et sur ce site, vous verrez une rubrique qui s'appelle les avantages de l'euro. Les avantages de l'euro, c'est la présentation officielle des bienfaits de la monnaie unique, rédigée évidemment par des europiomanes. Et
vous verrez que c'est comment? Oui, oui, oui. Ce sont des mots qu'il faut introduire dans le débat public. Et vous verrez une série d'arguments qui visent à légitimer l'euro. Alors j'en reprends certains, hein, pas tous. D'abord, l'argument le plus populaire que l'homme de la rue évoque immédiatement lorsqu'on lui parle de l'euro. Ce que l'homme de la rue dit, c'est, enfin les gens de tous les jours, ils disent, eh bien, quand on fait du tourisme dans les pays de la zone euro, il n'y a pas besoin de changer son argent, puisqu'on a déjà des euros. Donc c'est du temps et de l'argent économisé. Alors, vous voyez, c'est exact. C'est vrai. Avant, quand on allait en Italie, au Portugal, en Espagne, il fallait changer, etc. Donc, oui, c'est tout à fait exact. Il n'y a plus cet inconvénient et donc il y a probablement un gain de temps. On peut accepter l'idée. Mais alors, est-ce qu'il faut en conclure que les touristes ont économisé de l'argent, puisque quand ils changeaient, il y avait des transactions, des frais de transaction, des frais de gestion. Il n'y a plus ces frais de transaction, ces coûts de transaction, évidemment, puisqu'il n'y a plus de transaction. Mais, en fait, ces coûts de transaction ont été remplacés par une augmentation des frais bancaires sur les cartes de crédit, sur les chèques, sur la tenue de compte. Et les banques, finalement, ont saisi l'occasion de l'absence de repères qui s'est produite au moment du passage des monnaies nationales à l'euro, absence de repères parce que le système de prix que les gens intériorisent disparaît. Il n'y a plus de représentation des prix, il faut se reconstruire des repères. Et profitant de cette période un peu trouble, eh bien, un certain nombre de commerçants, mais les banques en tout cas dans leur secteur, ont augmenté les frais bancaires qui annulent, non seulement annulent l'économie réalisée sur les coûts de transaction, mais va bien au-delà. Donc cet argument est un argument qui est faux. Un premier argument qui est totalement faux. Et puis on pourrait d'ailleurs ajouter un autre argument. Est-ce qu'il est tout à fait pertinent, souhaitable, acceptable, définitif de considérer que c'est mieux pour les touristes d'avoir une monnaie unique pour des raisons touristiques? Même cette idée est contestable. Alors on dit que ça facilite la vie des touristes. Oui, peut-être. Mais on pourrait dire que si le but est de faciliter la vie des touristes, on peut aussi la faciliter dans d'autres domaines. Par exemple, pour l'alimentation. Pourquoi se compliquer la vie et laisser des habitudes alimentaires en Espagne, en Italie, au Portugal, et pourquoi pas généraliser le fast-food? C'est le même raisonnement. On pourrait se dire, après tout, facilitons la vie des touristes, ne les déstabilisons pas, gardons leurs habitudes, ils mangent du fast-food, et ben, par où qu'ils aillent dans la zone euro, ils retrouveront du fast-food. Et pour... Ouais, mais attends, on aurait pu dire qu'il faut s'aligner tous sur la cuisine du lendemain. Oui, non, mais mon argument est un peu limite, mais je veux dire par là que même ça, il faut le contester. Et puis, si on continue, on peut se dire, oui, mais quand même, des touristes qui arrivent dans des pays qui ne parlent pas la même langue qu'eux, c'est quand même emmerdant. Ça leur complique la vie. Et donc, finalement, il vaudrait mieux une langue unique. Donc, monnaie unique, bouffe unique, et langue unique, l'anglais, par hasard. Vous voyez, il y a un ensemble d'arguments que l'on peut développer, même si ce sont des arguments, disons, de premier niveau. Alors, deuxième argument, lorsque vous faites des achats dans la zone euro, les prix sont tous affichés dans la même monnaie, il est donc plus facile de comparer, de faire des choix, de faire le bon choix. Oui? Je vais juste revenir en arrière par rapport à l'exemple du touriste. Moi, il me semblait que l'exemple du touriste qui évitait les taux de change, c'était un peu l'anecdote qui faisait comprendre facilement, mais que derrière, ce qui était surtout important dans le taux de change, c'était par rapport aux échanges commerciaux, en fait. En dehors du tourisme, c'était plutôt les échanges commerciaux
internationale, quoi, qui était facilitée par le fait de ne pas avoir des fluctuations du haut taux de change. C'est pas juste l'anecdote du touriste qui doit payer un petit peu son taux de change. Alors, je vais y venir à ces questions, mais je vous réponds en deux points. Le premier point, cet argument du tourisme est celui qui figure en premier sur l'argumentaire du cycle euro. Ça n'est pas par hasard. Deuxième réponse, parce que c'est ce que disent spontanément les gens de tous les jours. L'homme de la rue, il vous dit tout de suite ça. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a été formaté. Il y a une argumentation qui fait en sorte que les gens intègrent cet aspect. Oui, mais parce qu'il n'en voit pas d'autres à son niveau. Oui, et puis parce que il lui apparaît comme évident. Voilà. Donc tout ce qui est caché est ignoré. Tout à fait. Et c'est là qu'il y a piège en quelque sorte. Tout à fait. Et comme, si vous voulez... Vous devez parler, demander la parole. Oui, oui, ça va être vous levez la main et puis Jacques vous répond. Parce que c'est tout à fait vrai. Pourquoi spontanément l'homme de la rue dit ça? C'est premièrement parce qu'il y a un martèlement pour lui faire dire ça, mais que par ailleurs, les forces de gauche, disons, ne mènent aucune bataille idéologique sur le sujet. Et donc laissent les gens livrés aux arguments de l'adversaire, aux arguments les plus bêtes. Mais comme il n'y a rien en face pour contrebalancer ce genre d'arguments, les gens qui ne réfléchissent pas plus, on ne voit pas d'ailleurs pourquoi. Bon. Alors, deuxième point, donc, deuxième argument, c'est celui-là. Quand vous faites des achats, vous avez des possibilités de comparer les prix. Alors, oui, ça aussi c'est vrai, bien entendu. On peut comparer les prix quand on va dans des pays différents de la zone euro. Si on va prendre un café, on a la référence du prix du café en France, et puis on voit tout de suite quel est le prix du café en Italie, en Espagne. Ouais, d'accord, bon. Mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution des prix. Et quand on regarde l'évolution des prix sur certains produits, par exemple la baguette de pain, en France, entre 2000 et 2006, la baguette de pain est passée de 0,46 € à 0,85 €, même un peu plus. 85% d'augmentation. Quand on regarde le café, il est passé de 0,91 à 1,50. Le lait, il est passé de 0,20 à 0,56, plus 183% d'augmentation. Kilo de pommes de terre, 0,23 à 4,30, plus 1770 €. Le salaire moyen, lui, il est passé de 16 875 à 16 792, moins 0,5. Voilà. Et on verra en quoi l'euro est une machine à écraser les salaires. Mais en tout cas, là, il y a des chiffres. L'augmentation des prix a continué avec l'euro. Alors maintenant, on rentre dans les arguments économiques, mais qui ne sont pas, évidemment, développés auprès du grand public. Fini les risques de fluctuation entre les monnaies. Voilà ce que dit le site Europa. Alors, par définition, évidemment, puisqu'il n'y a plus de monnaie nationale, il n'y a qu'une seule monnaie unique, l'euro. Donc, en effet, il n'y a plus de fluctuation et de spéculation sur les différentes monnaies nationales. Mais ces fluctuations, ces spéculations ont été remplacées tout simplement par des fluctuations et des spéculations sur l'euro lui-même. Pourquoi sommes-nous dans la situation actuelle? Parce qu'il y a de la spéculation sur l'euro. Et en fait, on va le voir, il y a de gigantesques variations du cours de l'euro par rapport au dollar. Et après 10 ans d'euro, le statut international de l'euro, c'est celui d'être une variable d'ajustement du système monétaire international. Alors qu'est-ce que ça veut dire une variable d'ajustement? Ça veut dire que c'est la dernière monnaie que l'on va acheter ou vendre pour rééquilibrer ses portefeuilles. Que ce soit les banques centrales, que ce soit les gérants de fonds, que ce soit les banques, que ce soit les investisseurs institutionnels, quand il y a besoin de rééquilibrer ces portefeuilles, c'est-à-dire de tenir compte des différents niveaux des monnaies, les unes par rapport aux autres, des proportions d'actions, d'obligations que l'on conserve dans son portefeuille en fonction de la conjoncture,
eh bien, l'euro va être la variable, c'est-à-dire c'est la monnaie la plus volatile. Et on verra que structurellement,